Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un cristal parfait et comment nous pouvons simplement le décrire à partir de deux notions indépendantes, le motif et le réseau de translation tridimensionnel. Au cours de la présentation, je vais aborder les notions de nœud, de droite nodale, de plan réticulaire et de maille. Même si dans la réalité un cristal est constitué d'atomes, d'ions ou de molécules, nous allons dans un premier temps construire un cristal hypothétique à partir d'un objet, une simple pièce tridimensionnelle qui symbolise un groupe d'atomes, d'ions ou de molécules. Cette entité de base s'appelle le motif. Commençons par choisir un point quelconque de l'espace et marquons ce point ici en violet. Nous avons choisi un point particulier du motif, un coin de la pièce, mais nous aurions pu choisir n'importe quel autre point, sur le motif, dans le motif, ou totalement en dehors du motif, comme nous le verrons dans un instant. Notez que c'est bien un point au sens mathématique du terme, c'est-à-dire sans dimension, même si nous avons dessiné un point relativement gros sur la figure sous la forme d'une sphère, pour qu'on puisse bien le voir. Introduisons maintenant le premier vecteur qui va nous servir pour construire le cristal. Dupliquons le motif en le translatant d'une fois, deux fois, trois fois le vecteur, etc. jusqu'à l'infini. Et faisons la même chose dans l'autre sens jusqu'à moins l'infini. Pour ne pas alourdir la représentation, nous nous sommes ici limités à deux translations dans chaque sens. Vous voyez que pour passer d'un motif à un autre, il faut effectuer une translation de n fois le vecteur, n étant un entier. Dans l'animation, il s'agit d'une translation de moins 2 fois le vecteur, donc n égale moins 2. Le vecteur est appelé vecteur de translation. Nous avons pour l'instant constitué une rangée de motifs. Introduisons un second vecteur de translation non collinaire au premier, c'est-à-dire dans une autre direction. Notez que ce vecteur n'est pas nécessairement perpendiculaire au premier, ni d'ailleurs de même norme, c'est-à-dire de même longueur. Dupliquons alors la rangée tout entière en la translatant selon ce second vecteur, et comme tout à l'heure, dans les deux sens, de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons maintenant construit un plan de motifs. Ajoutons un troisième vecteur non complanaire aux deux premiers. Notez à nouveau que ce vecteur n'est pas nécessairement perpendiculaire aux deux premiers vecteurs. Poursuivons la construction avec le troisième vecteur comme nous l'avons fait avec les deux premiers. Nous avons alors obtenu un cristal. Un cristal est donc constitué d'un motif, qui, rappelons-le, sera dans la réalité un seul atome, un groupe d'atomes, d'ions ou de molécules, un motif répété périodiquement dans les trois directions de l'espace. La périodicité dans chacune des directions est donnée par un vecteur de translation. Nous allons maintenant mettre en évidence tous les points équivalents au premier point que nous avons choisi pour construire le cristal, c'est-à-dire tous les points en bas à gauche des motifs. Comme le cristal est supposé infini dans les trois directions de l'espace, c'est-à-dire sans limite et donc sans effet de bord, en nous positionnant sur n'importe lequel de ces points et en regardant dans une direction et un sens bien définis, vers la droite par exemple, nous voyons toujours strictement la même chose. Il nous est impossible de dire où nous sommes réellement dans le cristal. Il serait nécessaire de définir au préalable un des points comme origine de l'espace pour permettre de nous localiser. Relions tous les points les uns aux autres selon les vecteurs de translation. Nous obtenons ce qu'on appelle le réseau de translation tridimensionnel. Un déplacement du cristal, c'est-à-dire de tous les motifs, d'un point du réseau à n'importe quel autre point du réseau, relié au premier par une combinaison linéaire des trois vecteurs de base que nous avons définis, conduit à un arrangement que nous ne pouvons pas distinguer de l'arrangement initial. Le cristal est dit invariant sous l'effet d'une translation du réseau. Comme nous l'avons indiqué au début de cette vidéo, pour construire le cristal à partir du motif, nous aurions pu choisir un autre point de l'espace comme référence, par exemple un point en dehors du motif. Faisons-le en déplaçant tous les points de la même façon pour qu'ils ne soient plus sur les motifs. Vous voyez que nous n'avons rien changé au cristal, ni d'ailleurs au réseau de translation. Seule la position des motifs par rapport au réseau, ou si vous préférez du réseau par rapport au motif, est différente. Cachons momentanément les motifs, c'est-à-dire le cristal. Par construction, les points violets sont aux intersections du réseau. On appelle ces intersections les nœuds du réseau. Cette notion de nœud vous est familière. Vous connaissez par exemple les nœuds ferroviaires, c'est-à-dire les endroits où se rencontrent
et se croisent les lignes de chemin de fer. Dissimulons les points violets pour bien visualiser le réseau de translation. Même si les nœuds ne sont plus marqués par des sphères, ils sont toujours présents aux intersections du réseau. Inversement, nous pouvons dissimuler le réseau de droite et faire apparaître le réseau de nœuds. Nous avons bien entendu exactement la même information avec le réseau de droite qu'avec le réseau de nœuds. On voit maintenant, de façon évidente, des rangées de nœuds. Nous avons matérialisé l'une d'entre elles par une ligne de couleur turquoise. Ces rangées s'appellent des droites nodales, c'est-à-dire des droites passant par des nœuds. Une droite nodale passe au moins par deux nœuds. Comme le réseau est supposé infini, si une droite nodale passe par deux nœuds, elle passe en fait par une infinité de nœuds. Pour mieux visualiser les droites nodales, supprimons la perspective et utilisons une projection parallèle. Orientons le vecteur, qui correspond à la direction en turquoise, perpendiculairement au plan de la vidéo. Nous voyons apparaître le réseau en projection. En amenant un autre vecteur perpendiculaire au plan de la vidéo, nous obtenons une autre projection du réseau. Revenons à une vue quelconque. Nous voyons qu'il existe des droites nodales qui ne sont parallèles à aucun des trois vecteurs de base. L'une d'elles est matérialisée en turquoise. Pour mieux voir cette droite nodale, réintroduisons le réseau de translation en jaune. En regardant de plus près, on peut voir que tous les nœuds du réseau sont situés sur des droites nodales parallèles à la droite en turquoise. C'est plus facile à percevoir lorsque les droites nodales sont matérialisées. L'ensemble des droites nodales, parallèles à une droite nodale donnée, constitue une famille de droites nodales. Dissimulons à nouveau le réseau et la matérialisation de la famille de droites nodales pour revenir à la vue générale des nœuds. Nous pouvons voir que ces nœuds, qui sont sur des droites nodales, sont aussi situés sur des plans. Ce n'est pas très facile à voir sous cet angle, changeons d'orientation. Comme ça, c'est plus évident. Nous voyons bien que les nœuds sont dans le plan que nous avons dessiné en vert. Un plan de nœuds s'appelle un plan réticulaire. Un plan réticulaire passe au moins par trois nœuds non collinéaires, c'est-à-dire non alignés. Comme tout à l'heure avec les droites nodales, vous voyons que tous les nœuds appartiennent à des plans réticulaires parallèles à un plan réticulaire donné. Pour construire un cristal, il suffit donc d'associer un motif unique à chaque nœud d'un réseau de translation tridimensionnel. Notez bien que l'association motif-nœud est strictement partout la même, aussi bien pour le positionnement du motif par rapport au nœud que pour son orientation dans l'espace. Regardons maintenant un exemple réel de cristal, obtenu avec un acide alpha-aminé, la glycine, sous forme de deutérium. Le motif est constitué de deux molécules de glycine. Notez que les deux molécules ont des orientations différentes dans l'espace et qu'il n'est pas possible de passer de l'une à l'autre par une simple translation. Le principe de construction du cristal est le même que celui que nous venons de décrire avec la pièce. Le cristal est obtenu en translatant de façon périodique, selon les vecteurs du réseau de translation, le motif ici constitué de deux molécules. On voit qu'avec une limitation à un réseau de 3 par 3 par 3, la représentation est déjà très complexe. Mais il n'est pas nécessaire de dessiner toutes ces molécules pour décrire le cristal. Et la citation de Paul Valéry, « Il n'y a pas de choses simples, mais il y a une manière simple de voir les choses », prend ici tout son sens. Reprenons le cristal initial, construit à partir d'un motif symbolique constitué d'une pièce qui symbolise un groupe d'atomes, d'ions ou de molécules. Nous avons masqué tous les motifs sauf un, que nous avons gardé au sein du réseau de translation. Les trois vecteurs de translation, qui ont servi à construire le cristal, définissent un parallépipède. Ce parallépipède s'appelle la maille. Chaque maille élémentaire du cristal, qui vous le voyez s'appuie sur 8 nœuds, contient un seul motif. Pour décrire un cristal dans son ensemble, il suffit donc de donner les trois vecteurs de translation de base et le motif. Par construction, toutes les mailles du cristal sont identiques et ont strictement le même contenu, le motif. Ce motif est placé dans chaque maille exactement au même endroit et avec la même orientation. Les trois vecteurs sont conventionnellement appelés A, B et C. Ils forment un trièdre direct, c'est-à-dire qu'ils sont orientés comme le pouce, l'index et le majeur de la main droite.
Masquons momentanément le motif pour ne garder que la maille. L'angle entre les vecteurs B et C est appelé alpha, celui entre les vecteurs A et C bêta, et le dernier entre A et B gamma. Notez que pour se souvenir du nom de l'angle entre deux vecteurs donnés, il suffit de prendre la lettre grecque correspondant à la lettre latine du vecteur qui manque. Par exemple, l'angle entre A et B est gamma, troisième lettre grecque. Pour décrire totalement la maille, il faut donc donner 6 grandeurs A, B, C, alpha, bêta et gamma, que l'on appelle les paramètres de maille. Élargissons un instant la figure pour visualiser 8 mailles voisines. Notez que les mailles sont adjacentes et qu'il n'existe aucun espace entre elles, quelle que soit la forme du parallélépipède utilisé. Vous voyez que le nœud au centre du dessin est commun aux 8 mailles. On peut donc dire qu'il appartient pour 1/8 à chacune des mailles. Comme une maille comprend 8 sommets, et donc 8 nœuds, chacun partagé par 8 mailles, elle contient 8 fois 1/8 de nœud, soit un nœud en moyenne. Une maille qui ne contient qu'un seul nœud, en moyenne, est dite primitive. Nous verrons plus tard qu'il est possible de définir des mailles qui ne sont pas primitives, c'est-à-dire qui contiennent en moyenne plusieurs nœuds. Revenons à une seule maille. Nous allons à nouveau visualiser le motif, mais nous allons maintenant considérer que la pièce que nous avons utilisée jusqu'ici symbolisait en fait deux ions différents, un anion en jaune et un cation en rouge. Positionnons l'anion dans la maille. Nous devons repérer précisément où se situe cet ion par rapport à l'origine de la maille. Pour cela, on utilise les coordonnées réduites de l'ion x, y et z sans dimension. Attention, le repère n'est ni orthogonal ni unitaire. Les coordonnées de l'ion sont obtenues en projetant la position de l'ion sur les axes de façon oblique, c'est-à-dire parallèlement aux faces de la maille. Les coordonnées réduites sont obtenues en divisant les coordonnées absolues par les normes des vecteurs A, B et C. La position de l'ion est alors donnée par le vecteur x fois A, plus y fois B, plus z fois C. Positionnons maintenant le deuxième ion du motif, le cation. Cet ion est repéré de la même façon que le premier, avec 3 coordonnées réduites. Supprimons les indications des coordonnées. Nous avons sur cette figure toutes les informations nécessaires pour construire le cristal, puisque nous savons que la structure périodique consiste en un motif, le contenu de la maille ici constitué de 2 ions, répété selon les translations du réseau. Dans cette vidéo, nous avons vu comment décrire un cristal à partir d'un motif et d'un réseau de translation tridimensionnel. Nous avons vu les notions de nœud, de droite nodale et de plan réticulaire, que nous allons préciser dans une autre vidéo.